Bienvenue à Indompté, un podcast bienveillant pour les parents qui choisissent d'offrir à leurs enfants une enfance heureuse pour un futur heureux. L'alimentation est un sujet complexe. Dans un univers où l'information est abondante, puis parfois, on peut même dire souvent contradictoire, en tant que parent, ça peut être difficile de se retrouver. En vivant le unschooling, puis en appliquant ces principes d'accompagnement bienveillant, de respect, surtout de l'intégrité physique et émotionnelle de l'enfant, il est possible, selon moi, d'éviter certains pièges ou paradigmes en alimentation. En fait, tous les domaines d'apprentissage, pour moi, peuvent être traités avec ces mêmes principes d'unschooling, selon mon expérience. Ouais, et aujourd'hui, on va vous parler de comment on a vécu cet accompagnement-là de nos enfants vers leur autonomie alimentaire. Puis comment, en réfléchissant à notre propre rapport à la nourriture, à notre éducation, on a choisi de vivre ça avec nos enfants. Puis, comment ça s'est passé pour toi, Julie? Avant de répondre à ta question, Stéphanie, on mentionne nos kits, OK? Tantôt, je t'écris, je sais pas quoi mettre. Puis là, toi, tu me dis que tu vas mettre quelque chose de tropical. Puis là, je fais « Ah oui, tropical? J'ai une robe tropicale, moi aussi. » Mais là, c'est quoi l'idée qui m'est venue puis que je t'ai pas dit? Cette robe-là, je l'ai prise en photo, je me souviens pas, genre, 2 ans. Puis c'était une photo de côté qu'on voit mes bras. Parce que le rapport au corps, le rapport à la nourriture, pour moi, c'était beaucoup dans mon corps, dans j'haïs mon corps et tout ça. Qu'on a parlé un peu dans notre dernier épisode sur la bienveillance, sur la self-bienveillance. Et là, c'était comme parfait de mettre cette robe-là avec des petites bretelles. Pour ceux qui voient pas, là, c'est vraiment des petites bretelles, là, fait qu'on voit tous mes bras. Et une genre de déclaration de ça, c'est mon corps, puis ça, c'est correct. Yes! C'est ça. c'est parfait. Nos kits, c'est comme, tu m'as inspiré et c'était... ça fitait au bout avec ce que j'avais envie de parler, entre autres. Il fait beau puis il fait chaud aujourd'hui en plus. C'est ça, c'est en plein ça. Par rapport à l'alimentation, par rapport à la bouffe, par rapport aussi au corps, ce que je voulais pour mes enfants, c'est que comme moi, ils aient cherché du réconfort à travers la nourriture. Qu'ils soient comme moi, dans le fond, j'étais addict à la nourriture. Je mangeais mes émotions, je bingeais, là, tu sais. Puis, je sais que nos enfants, ils nous imitent. Fait qu'il fallait que j'aille comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé que j'en sois arrivée là? Pour pas, dans le fond, donner ça en héritage à mes enfants. Fait que, c'est ça. Je voulais vraiment pas. Puis oui, il y avait aussi l'idée que je voulais pas qu'ils soient gros. Pourquoi? Parce que moi, dans notre société, la grosseur a fait en sorte que j'ai souffert beaucoup. Mais même cette pensée-là, tu sais, ça fait partie de mon bagage à moi. Fait que dans ma tête, c'est ma responsabilité. Pour moi, de normaliser tous les corps, qu'il n'y ait pas de bon ou de mal, puis pour mes enfants aussi. Fait que c'est important pour moi de comprendre de où ça me vient, tout ça, toutes ces peurs-là, tout ce bagage-là qui est autour de la nourriture, la peur d'en manquer, la peur que mes enfants mangent trop, pour comme les accompagner pour que eux soient bien avec la bouffe, pour que eux y aient pas ce vide-là comme moi j'avais, que quand je mangeais full mes émotions, là, c'était doux, c'était réconfortant, tu sais, la bouffe, elle te juge pas, tu vis vraiment un moment, là. Je voulais que mes enfants, ils s'aiment, puis qu'ils aient pas besoin de ça. Puis ben, à cause du EFT, moi, ça m'a aidé beaucoup à enlever certaines croyances, ou du moins diminuer. C'est comme ça, là, la peur que mes enfants soient gros, je le sais que c'est encore là. Mais, mettons, si avant, c'était un 9 sur 10, ben là, c'est peut-être un 1 sur 10. Cette croyance-là est moins forte en dedans de moi. Parce que c'est sûr que quand on a des croyances et qu'on a des peurs, ben, automatiquement, on veut contrôler les comportements de nos enfants.
Puis dans ce contrôle-là, on l'envoie des messages. Fait que c'est ce que je voulais faire ou comme pas faire avec mes enfants, là, favoriser. Et je voulais qu'ils sachent quand ils ont plus faim, puis qu'ils s'arrêtent, au lieu de continuer à manger parce que c'est comme tu te dépêches, parce qu'il faut que tu finisses ton assiette, toutes ces affaires-là. Là. Fait que c'est un gros sujet. Toi, ça s'est passé comment au juste? C'est quoi que tu voulais? Je veux juste rebondir sur un truc que tu dis avant. Ouais. Dans le fond, si je comprends bien, toi, dans ton rapport à la nourriture, il a commencé avec un trauma qui est lié avec la façon dont les gens te traitaient par rapport à ton corps. Et la bouffe. C'est ça, okay, c'est ça qui a fait. Puis les commentaires. Moi, il y a 3 choses qui ont eu un impact sur ma façon de gérer. Pas gérer, j'aime pas ce mot-là, mais de voir de mon rapport à la nourriture par rapport à mes enfants. Le premier, c'est moi, c'est un trauma de mon enfance. Là. J'ai subi un truc qui m'a traumatisée. Puis quand j'étais petite, j'ai répondu en arrêtant de manger. Donc, j'avais 7 ans. Puis mon père, qui s'occupait vraiment pas de nous, c'était ma mère, qui s'occupait de tout ce qui était éducation. Là, tout à coup, ma mère a fallu qu'elle y en parle parce que le pédiatre menaçait, de la DPG, tout ça. Fait que là, mon père s'est mis à me faire de la nourriture, puis à m'encourager, puis tu sais. Donc, moi, ça a été ça. C'était en plus vers 7 ans, l'âge où l'espèce de complexe d'Édipe qu'on appelle la petite fille s'identifie à l'homme le plus proche d'elle dans sa vie, qui était son père. Donc, moi, la seule façon que j'ai eu de l'attention de mon père, donc des premiers hommes dans ma vie, ça a été ça, par rapport à la nourriture. Donc, j'ai toujours mangé. Pour moi, manger, c'est avoir de l'amour, avoir de l'affection, avoir de l'attention. Donc, j'ai développé, moi, un trouble alimentaire que je pense pas je crois pas qu'on peut se débarrasser de ça, là. J'utilise plus les moyens que j'utilisais, mais jusqu'à l'adolescence, j'ai utilisé tous les moyens de la boulimie, là, pour maintenir mon poids, jusqu'à ce que j'ai des enfants. Puis c'est là que j'ai commencé à prendre du poids parce que j'ai arrêté d'utiliser tous les moyens qui sont pas très santé, là, pour me garder en dessous de mon poids. Donc, ça a été mon premier élément qui a fait que je me suis dit, c'est là, en fait. Tout ce que je faisais pour garder mon poids en dessous de mon poids santé, dès qu'on a parlé d'enfants avec Alain, je me suis dit, ça y est, c'est fini, j'arrête tout, là. Ouais. Je prenais des trucs, ça commençait à abîmer ma santé. Fait que là, je me suis dit, il n'est pas question que je fasse ça à mon enfant. Puis aussi, là, c'est là que j'ai commencé à réfléchir, à me dire, comment je peux faire, moi, pour pas que mon enfant ait ce même rapport-là à la nourriture. Puis ensuite de ça, Thomas est né, puis là, il y avait sa maladie génétique. Et sa maladie génétique fait en sorte que son corps ne peut pas absorber le sodium. Puis le sodium, on en a besoin pour vivre. Donc, il a fallu qu'on donne des suppléments tout petit bébé dans des seringues. C'était une solution saline. Dans la bouche, genre? Oui, c'était plus salé que du sel là, en cuillère. Super concentré. Fait qu'on avait une petite seringue, il fallait y mettre ça dans le joue dès les premiers jours, quand on a eu le diagnostic de la maladie. En plus, son médicament permettait de garder le sel, puis là, fallait qu'il y en ait 4 fois par jour. Puis c'était assez dégueulasse à boire. Ouais. Donc, fait que là, quand on a commencé à lui donner à manger, nous, les médecins, on a discuté avec des nutritionnistes, puis avec le médecin qui nous ont dit, et ça, c'est vraiment incroyable, et je comprends pas pourquoi c'est pas expliqué à tous les parents qui ont des enfants. On nous a dit, les enfants, si on les laisse vraiment écouter leurs propres besoins et envies, ils vont aller chercher dans la nourriture ce dont ils ont besoin. Wow. Moi, c'est ce qu'on m'a expliqué. On m'a expliqué ça, généticien, endocrinologue, puis nutritionniste spécialisé. Donc, dès que Thomas a commencé à manger, bien sûr, on nous disait de lui laisser la salière pour qu'il sale lui-même ses aliments parce qu'il en a besoin. Puis son corps garde seulement ce qu'il a besoin selon sa médication. Donc, il ne peut pas en avoir trop.
Mais il fallait qu'on soit à l'écoute de tout. Là. Nous là, tu sais, la diversification, je ne sais pas comment ils appellent ça, là, maintenant, à 6 mois, là, maintenant, là, c'est la diversification alimentaire ou autonome par an. Je ne sais pas c'est quoi le nom, là. OK, non, moi non plus. Mais l'enfant qui se met, tu sais, c'est un mouvement, là. Il y a des livres là-dessus, là, maintenant, là, que le bébé va manger la même chose que sa famille, tu sais, au lieu de commencer par la purée de céréales et tout ça. Oui. Et nous, on l'a fait avant que ce soit la mode. Ouais. Parce qu'on voulait qu'ils goûtent les vrais aliments. Donc, c'était des légumes, de la soupe aux légumes, toutes sortes de trucs. Puis là, on pouvait saler. Puis, les médecins, comme ils nous ont dit, soyez vraiment à l'écoute. Présentez différents aliments, du surette, du salé, du sucré. Puis, tu vois, on a appris plein de choses. Comme par exemple, quand Thomas, il se sentait pas bien, tu sais, des fois, les gastro, les enfants, souvent, on a tendance... Quand on réintroduit les aliments, c'est souvent du riz ou des bananes, des choses de... Mais les bananes, là, ils voulaient rien savoir. Ils les recrachaient et on a su pourquoi, parce que c'est riche en potassium. Puis quand ces électrolytes sont débalancés, bien, son potassium, il s'élève dans son sang. OK. Le potassium, il est là, dans le fond, pour maintenir le rythme cardiaque. Sauf que quand il y en a trop, lui, quand que son sodium est trop bas ou son glucose, en tout cas, quand tout ça est déséquilibré, le potassium augmente, puis ça mène à de l'arythmie cardiaque, puis lui, il y a des risques de crise cardiaque à ce moment-là. OK. Donc, la nutritionniste nous a dit, non, forcez jamais à manger des bananes ou quel que soit l'aliment. Ils disent, puis elle nous disait, j'ai pas besoin de vous expliquer en long, en large, c'est quoi les compositions des différents aliments. Présentez de la variété, puis laissez l'enfant choisir. Son corps le sait. Comme de fait, il y a des fois, puis Jasna a la même maladie, donc mes enfants, il y a des matins, ils se lèvent, puis là, c'est du full salé, puis des pop-corn salés avec du sel, tu sais. Mais c'est parce qu'ils sentent que leur corps, ils en ont besoin. Quand ils sont malades aussi, ils ont vraiment besoin de bouillon salé ou de... Puis là, il n'y aura pas de bananes, pas d'olives. Les olives aussi, c'est riche en potassium. Donc, puis il y a toutes sortes de savaries comme ça. Mais c'est comme ça pour tous les êtres humains. Moi, c'est ce qu'on nous a dit. Oui! Donc, à ce moment-là, déjà, quand Thomas était petit, on a appris ça. Puis le troisième élément, mais c'est quand mon deuxième fils est arrivé, mais c'est un enfant qui est hypersensible au niveau des textures, des odeurs, du son aussi. Donc, l'alimentation, ça a été un peu spécial pour lui. Donc, il a fallu que je prenne de la distance par rapport à chacune de ces situations-là, la mienne, celle de Thomas, celle de David, pour voir un peu globalement leur alimentation et non pas la journée. Tu sais, j'essayais de voir leur alimentation sur la semaine, pas juste ça, mais sur toute leur enfance. Tu sais. Essayer de voir à ce qu'ils apprennent eux-mêmes à répondre à leurs besoins au quotidien et non pas les maintenir, tu sais, là, aujourd'hui, tu vas manger tes 3 groupes alimentaires. Tu sais, fait que là, j'ai fait ma job de parent. C'était pas ça que je voulais. Je voulais qu'ils apprennent à suivre eux-mêmes leurs besoins. Puis, ben là, c'est ça. Toutes les expériences là, de quand ils étaient bébés, mais je savais déjà que tu peux pas imposer ça à un enfant. Puis que plus tu lui laisses la liberté, plus il va lui-même s'écouter puis s'entendre. Puis, de toute façon, si on regarde autour de toi, autour de moi, chaque individu est tellement différent côté nourriture, côté goût. On a juste à penser à ceux qui se lèvent, ils n'ont pas envie de manger le matin. Ouais. Il y en a qui ont besoin du café, il y en a qui ont besoin du froid, il y en a qui veulent du sucré. Moi, c'est du salé. Mais quand je dis salé, ça peut être des légumes, là, mais... Ouais, pas sucré. Pas sucré, ouais, c'est ça. Moi aussi, pas sucré. Donc, c'est comme ça que tout a démarré. Puis le unschooling, après ça, est venu répondre un petit peu à ces questions-là, puisque le unschooling, on accompagne chaque individu selon ses propres besoins, là. La confiance aussi, tantôt ce que tu disais, là, je trouve que ça se résume beaucoup à avoir confiance. Tu sais, quand notre bébé il est petit, on nourrit au sein, à un moment donné, on a confiance. Et moi, je sais que j'avais comme peur, tu sais, t'as coup puis on se fait dire ça, c'est, t'es sûr qu'il boit assez, ou tu sais, mais à un moment donné, il y a une confiance, là, on le sait, là, naturellement. Il y a des périodes où est-ce que là, il fait une poussée de croissance, puis il y a plus soif, puis on allait à la demande, puis après ça revient à un équilibre, puis tu sais, c'est comme, on a comme confiance. Mais là, après ça, la confiance est comme ébranlée, parce que là, comme on introduit
autre chose. Fait que là, comme on dirait que la confiance qu'on avait acquis, elle a des fois de la misère à poursuivre. On sent le besoin de forcer certains aliments, puis d'autres les restreindre. Oui, ben c'est ça. Moi, c'est ça ma difficulté. C'est que moi, je sais que je peux pas faire confiance à mes envies de nourriture parce que je suis, tu sais, je n'utilise plus les moyens de la boulimie là, pour perdre du poids, mais je fais encore de l'hyperphagie. Donc, dès qu'il arrive quelque chose, je vais manger. Tu sais. Ouais. Donc, moi, je sais donc que je ne peux pas me fier à ça, à mon simple envie, parce que j'ai développé une espèce de... C'est comme ancré maintenant, c'est un conditionnement. Là. Donc, je ne peux pas me fier à ça. Fait que c'est difficile de faire confiance aux autres quand toi, tu n'as pas confiance. Ouais. Donc, il faut vraiment que je me rappelle que... Puis, en tout cas, ça commence à être de plus en plus facile parce que mes enfants, là, ils ont entre 11 et 20 ans. Puis Thomas, mais écoute, c'est celui qui mange le mieux dans la famille. Je veux dire, des fois, on se fait de la poutine, puis lui, il n'en prend pas, il va se faire une grosse salade, tu sais. Tu sais, il n'y a pas... Puis ça me fascine encore. Parce que probablement que moi, je n'ai pas encore complètement réglé mes trucs, tu sais, de boulimie. Fait que, mais ça me fascine de dire comment il est capable de faire ça, tu sais. Nous, on se prend un bol de crème glacée, puis il est comme, ah non. Même mes autres enfants aussi, là, ils commencent à, ah non, ça, je me suis pas sentie bien l'autre fois, donc, donc là, j'en reprendrai pas, tu sais. Puis le fait du unschooling, puis de laisser accès aux enfants à la cochonnerie, tout ça, puis là, quand on dit accès à la cochonnerie, à celle qu'on achète, hein, parce que c'est quand même nous qui faisons l'épicerie, ben mon enfant, si nous, toute la gang, on se prend de la crème glacée, il sait que s'il en veut demain, il va pouvoir en prendre. Ouais, c'est pas un short window, là. T'as le droit là. Ouais, c'est ça, ou juste à son anniversaire ou des trucs comme ça. Il sait qu'il y en a. Fait qu'il peut vraiment décider selon son ressenti. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Ah oui, vas-y. Mon fils de 12 ans, bon, je pense que je t'en ai parlé, il dit qu'il écrit pas super bien. Fait que là, il m'a demandé de l'accompagner de façon plus... Et puis là, on a trouvé comme idée qu'il allait m'écrire sur Discord quelques phrases à chaque matin, puis que moi, j'allais lui renvoyer le texte avec la correction puis des petites notes, tu sais. Puis là, il savait pas trop quoi écrire. J'ai dit, écris n'importe quoi. Puis là, ce matin, il m'a écrit je suis allée aux toilettes hier après avoir mangé de la poutine. Oh my God! OK! Donc, l'expérience de poutine. C'est ça. Fait que, déjà, tu sais, on a mangé... c'est ça qu'on a mangé hier, puis lui, il s'est pris vraiment, tu sais, il s'en prend juste un petit peu dans notre bol, tu sais, il en veut pas beaucoup, puis là, ben, en tout cas... Ça l'a fait son... Oui, c'est ça, mais... je pense que la prochaine fois, il en prendra pas. Ouais, les parents ont tellement peur de... Parce que, tu sais, dans le fond, c'est comme de laisser l'enfant libre de manger ce qu'il veut. Puis là, les parents, c'est comme, oh my God, tu sais, si moi, j'ai le droit de manger tout ce que je veux, je vais manger juste des cochonneries, puis c'est ça qu'ils vont faire les enfants. Puis c'est pas nécessairement le cas. Tu sais, je me souviens des gens qui viennent voir, ben là, qui viennent me demander des conseils, puis qui me disent, tu sais, mon enfant, et tu peux pas lui laisser tous ses bonbons d'Halloween à lui, là, parce qu'il va tous les manger en une journée, tu sais, il va être malade. Puis je dis, ben moi, c'est ce que je faisais, là, les bonbons, c'est comme, ils ont le droit d'en manger, tu sais, autant qu'ils veulent. Puis, ben, ça se peut qu'il ait mal au cœur. Mais tu sais, jusqu'à un certain point, c'est une façon, justement, de comprendre comment notre corps, il réagit, là. Comme ton fils hier, là, finalement, là. Oui, et puis il y a quelques années aussi, là, quand on commençait le unschooling, mon conjoint, il est fort sur les bonbons. Puis là, il en avait acheté, puis il souffre du mal des transports en voiture. Et puis là, ben, les autres, ses frères et sa sœur mangeaient son petit sac de bonbons que Alain leur avait acheté. Fait que lui, il a voulu les manger, tu sais, mais il a été malade. Puis ils ont mangé, c'était un gros sac qu'ils avaient, là, puis ils ont mangé ça d'une traite, tu sais. Donc là, il a été malade. Ouais. Il y avait de l'arc-en-ciel dans l'auto. Oh my God! Mais depuis ce temps-là, je veux dire, jamais qu'il a fait d'abus au niveau des bonbons. Jamais. Il n'y a pas une seule fois. Même au niveau du dessert, nous ici, on est 6, puis à chaque
fois que c'est l'anniversaire de quelqu'un, on va acheter un gâteau. Je les faisais avant, mais maintenant, on va les acheter. Puis, cet enfant-là, jamais qu'il va manger sa pointe au complet, là, son morceau au complet. Il va en manger, mais il respecte comme... Mais quand il est plus capable... Puis d'ailleurs, on fait quelques blagues par rapport à lui, tous les membres de la famille, parce que c'est un enfant qui mange toujours 80% de ce qu'il y a dans son assiette. Que j'y en mette... Si je réduis les portions, parce qu'à un moment donné, je me disais, il y en avait trop, fait que si je réduis les portions, on va quand même en laisser quelques bouchées tout le temps. Tout le temps. Puis ça m'a fait penser à une recherche que j'avais faite par rapport aux gens en Méditerranée qui, selon certaines études, là, sur l'alimentation, sur le poids, les troubles qui seraient reliés à l'obésité aussi là, au niveau cardiaque, mais c'est le peuple... qui serait le plus en santé par rapport à la nourriture. Okay. Et puis, on disait qu'ils avaient une espèce de, je ne sais pas comment on appelle ça, une coutume qui disait qu'il fallait manger uniquement à 80% de sa faim. Donc, j'ai trouvé le parallèle intéressant que mon fils ne mange jamais en entier, tu sais, puis nous, toi aussi, Julie, on s'est fait dire, là, finis ton assiette, tu sais. Donc... Ben ça, c'est le meilleur moyen de forcer les enfants à finir leur assiette ou à prendre une bouchée de plus ou à finir ton assiette si tu veux du dessert. C'est ce que nous, en tout cas moi, en fait, en sorte de couper ce je sais pas comment l'appeler, ce dispositif-là de naturel, intégré. On a tout ça de satiété. Quand on veut plus, on n'a plus soif, on arrête de téter. Tu sais, comme ça, les enfants l'ont tout. Mais quand on les force, ça fait cette déconnexion-là. Puis là, ils savent plus. C'est comme... Non, parce que la seule chose sur laquelle on devrait, tout individu devrait se fier quand on mange, je veux dire, on mange pour se nourrir, là, tu sais, pour vivre et tout ça. Donc, et ça pour devrait le plaisir aussi. Non, oui, mais il faut que ça soit selon nos besoins. On le sent dans notre corps. Oui. Là, en allant rajouter des filtres supplémentaires à l'enfant en disant faut pas que tu gaspilles. Moi, je me faisais dire les petits-enfants en Afrique qui meurent de faim. Mes parents me disaient ça, tu sais. Plein de trucs dans ce genre-là. Ben là, ça fait que quand tu arrives, tu n'as plus faim, ben là, tu es comme oui, mais il faut que je finisse mon assiette, je vais gaspiller, mes parents sont pas contents, ou c'est du gaspillage d'argent. Là, nous aussi, ici, mon conjoint, c'est ça qui est difficile pour lui, c'est quand il y a du gaspillage, c'est son trigger. C'est ça, donc mais après ça, c'est ça qu'on rajoute à l'enfant. On apprend à pas faire confiance à son ressenti à lui, mais à toutes sortes d'éléments extérieurs que nous, on va parler. C'est ça. Que ce soit la peur d'avoir des problèmes de santé, du diabète, des trucs comme ça, que ce soit, justement, c'est ça, au niveau financier, alimentaire, ou il y en a, j'en ai vu aussi, c'est au niveau du respect de la personne qui a fait à manger. Oui. Comme, si tu finis pas ton assiette, c'est comme, c'est quoi, si c'était pas bon? Ouais, c'est ça. Vrai. Puis ça peut être très subtil, puis les enfants, hein, c'est des éponges, ils captent tout ça. Ça peut être intégré sans qu'on s'en rende compte. Donc moi, c'est quelque chose, mais moi, c'est pas quelque chose qui est réglé chez nous. Là. J'ai encore des automatismes à dire, ben là, il te reste une bouchée, là, tu sais, c'est comme fini. C'est pas facile, là, ouais, je sais, c'est vraiment tough, là. Puis ça, je pense que c'est parce que, tu sais, comme, la peur du gaspillage, puis le désir de pas faire de gaspillage, ça vient, en fait, de tous nos ancêtres, que eux ont, tu sais, comme, ils ont manqué de bouffe, ou ils ont eu peur beaucoup d'en manquer de bouffe, fait que là, tu sais, c'est comme cette croyance-là, elle se passe down d'un membre de la famille à l'autre, fait que ça arrive à nous, alors que nous, c'est comme, on s'entend que on va pas manquer de nourriture, là. Tu sais, oui, peut-être que des fois, on va être plus tight, mais tu sais, c'est pas comme c'était avant, là. Mais on a encore ces réflexes-là, là. Faut comme se débarrasser de ça, puis ben, c'est ça, c'est un chemin, là. Oui, puis il y a la question aussi des goûts. Moi, c'est ce qu'on a appris avec la nutritionniste, là, spécialisée au niveau de l'hôpital. Tu sais, quand je te disais tantôt, au niveau des goûts, tu sais, il fallait vraiment se fier à ça. Des fois, tu sais, t'as pas envie là, de manger quelque chose. Ou même des fois, t'as jamais essayé ça. Là. Essaye juste une bouchée. Là. Ça aussi, moi, j'ai réalisé que ça pouvait être dommageable aussi pour l'enfant parce que... Oui, explique. Parce que de façon naturelle, en tout cas, j'avais vu un superbe documentaire à un moment donné. Je crois que c'était à l'émission Découverte. Sur le goût et il montrait, il avait choisi des familles dans 5 pays différents. Il y avait le Japon, il y avait l'Angleterre, il y avait les États-Unis, puis il y avait un pays d'Amérique du Sud. Bref, puis ils ont présenté des plats typiques
d'un autre pays à ces gens-là. Comme par exemple, en Angleterre, il y avait des œufs, je pense que c'est des œufs pourris, là. C'est des œufs noirs. Hein? Ils sont noircis, ouais. C'est quelque chose qui est traditionnel pour eux. Ils ont montré des trucs aux poissons, aux gens d'Amérique du Sud, un plat typique japonais, tout ça. Fait qu'ils ils ont mis les trucs les plus, quelque chose de méga épicé pour les Japonais. Oui. Et les gens, puis là, ils filmaient leur réaction et tout ça. Et puis, ils mesuraient ce que les gens absorbaient comme vitamines, comme nutriments des aliments quand ils n'aimaient pas ça, puis quand ils adoraient ça et quand c'était lié à leur culture. Donc, ils absorbaient beaucoup moins de nutriments quand c'était quelque chose qui les écœurait. Oh my God! Donc wow. Ça joue un rôle important. On le sait que dans la nature, il y a des animaux qui, de façon instinctive, vont savoir que tel aliment, ça peut être par rapport à leur type de vue, ils vont savoir que telle couleur, c'est poison pour eux. Oui. On le sait que c'est différent pour les animaux. Là, c'est comme pour le chocolat pour les chats, c'est quelque chose qui est assez dommageable pour eux, là, pour leur foie, je pense, ou quelque chose comme ça, alors que nous, je veux dire, on peut en manger du chocolat. Donc, chaque mammifère a son espèce d'instinct par rapport aux aliments. Donc, c'est pour ça que moi, j'essaie de pas... Tu sais, des fois, je les encourage, puis des fois, je me... Bon, moi dans le contexte de chez nous, ils savent qu'ils peuvent me dire non. Tu sais, ça se peut que je réussisse, mais ils savent que je ne serai pas fâchée si je leur dis non. Parce que des fois, je me dis, si tu essaies, ça serait le fun que tu aies un aliment supplémentaire. Tu sais, parce que des fois, il y en a deux là, que c'est plus difficile pour eux tu sais, ils trouvent ça un petit peu ennuyant, redondant, parce qu'ils n'ont pas une grande variété de trucs qu'ils aiment. Exact. Donc, je le fais comme ça, mais j'essaie, il faut que je me parle parce que faut que je sais qu'il y a certains aliments qui automatiquement leur dégoût ou le fait qu'ils n'ont pas envie de goûter à ça, c'est peut-être parce que leur corps n'a pas besoin de ce nutriment sous cette forme-là. Oui. Donc, c'est ce qu'on a appris, là, nous. Puis les mots de cœur, quand tu manges quelque chose, ça te lève le cœur. Je me souviens, Benjamin, ça l'arrivait, ça. Puis je disais, tu peux aller cracher, là. Mais je veux dire, c'est pas positif, là, que l'aliment te lève le cœur. Il y a bien des chances que tu veuilles plus y regoûter. Moi, je le demandais ça une fois de temps en temps tu peux-tu goûter? Mais comme ce que tu disais, tu sais, mes enfants, ils savent qu'ils peuvent refuser. Puis même, souvent, je disais, je te demande de goûter. Si t'aimes pas ça, tu peux aller le cracher, il n'y a pas de problème. Puis si tu veux pas le goûter, là, c'est correct aussi. Tu sais, comme... Puis encore aujourd'hui, là, la semaine passée, j'ai fait quelque chose aux champignons. Puis je sais, Benjamin, il aime pas les champignons. Il est comme un de tes fils que tu disais, là, les textures, tout ça. Là. Puis ça, là, ça a un nom que j'ai trouvé, là, je vais te le dire, là, c'est... Vraiment super intéressant. Résultat, Processing Sensory Disorder. J'avais trouvé ça, je me souviens plus qui m'avait parlé de ça, bref. Puis c'est ça, les mélanges de textures, tu sais, c'est très, très spécifique, là, ce qu'ils mangent puis ce qu'ils mangent pas, là. La semaine passée, je faisais je faisais revenir des champignons, tout ça, puis il y a du petit bouillon. Je me suis dit, tu sais, je vais prendre le petit bouillon, je vais le mettre dans un verre, puis je vais aller y porter. Je vais voir si, tu sais, il y a le goût de goûter. Je suis allée y porter, il a senti, puis il a fait, non. Parce que ça l'arrive comme avec les asperges, il adore le goût des asperges quand c'est dans une crème d'asperges. Okay. Mais si des asperges, des morceaux d'asperges, là, elle veut rien savoir. C'est ça, il y a la texture, le goût, l'odeur, il y a plein de choses différentes, là, par rapport à ça. Moi aussi, mon fils, tu vois, un de mes fils, c'est ça qu'il a, lui, hypersensibilité alimentaire. Et quand il était petit, il ne mangeait que du blanc. Je t'en ai parlé aussi. Fromage à la crème. Pain blanc, tout du blanc. Et quelques petits fruits, là, s'il était frais, là, framboises et mûres et bleuets. Mais donc, tu vois, lui, comment qu'on a fait pour diversifier un petit peu son alimentation? C'est je suis en train de perdre le truc. C'est ça, c'est en donnant de l'information sur la santé. Donc, j'ai répété, tu sais, ça n'a pas fonctionné tout de suite, là, je veux dire, mais j'ai montré le guide alimentaire canadien, le nouveau, là. OK. Et, avant que le nouveau guide alimentaire soit sorti, moi, je ne l'aimais pas, l'ancien, là. Non, définitivement. J'avais mis sur le frigo une pyramide. Nous, on est végétariens. Ouais.
on était végan à un moment donné. Ben, moi, j'étais végane à un moment donné, le végétarien. Fait que il y a une pyramide des aliments, puis là, il montre, dans le fond, l'aliment principal que tu devrais manger, puis on montre, bon, ça commence par les légumes, puis après ça, les fruits, puis après ça, bon, avec les quantités. Donc, j'ai donné de l'information, puis tu vois, aujourd'hui, je crois pas qu'il aime plus d'aliments qu'avant. Par contre, il mange certaines choses pour les protéines. Comme par exemple, s'il sait qu'il n'a pas mangé de protéines dans sa journée, il va se prendre une petite poignée d'amandes. OK. Donc, pour le calcium. Autonome. C'est ça. Fait qu'il a fait certains choix comme ça. Puis, c'est sûr qu'il ne mange pas des tonnes de sortes de protéines, mais il mange ça, puis il mange une certaine fausse viande, 2-3 fausses viandes différentes qu'on a. Donc, de lui-même, il l'a fait, tu sais. Il est allé chercher ça. Là, dernièrement, on a changé un lait végétal parce que il n'était pas enrichi, l'autre. Puis là, vu qu'il ne mange pas assez trois des enfants ne mangent pas assez, mais là, on a tous fait le choix. Ben, c'est moi qui ai fait le choix, mais il était d'accord que c'est ça, que tu sais, ça prendrait peut-être, ça l'aiderait pour eux là, d'avoir un lait qui était enrichi là, en calcium, puis en vitamine D, puis tout ça. Ouais. Donc, c'est ça. C'est en donnant l'information, puis en offrant beaucoup, ça c'est ma devise, en offrir plutôt que limiter. Donc, en plein ça. Puis c'est aussi ma devise pour mon alimentation à moi, c'est d'augmenter les bonnes choses, pas de me priver, pas de réduire. Parce que moi, dès que dans ma tête, je pense, faut que je mange moins. Je fais juste finir ma phrase et je vais déjà avoir quelque chose dans les mains que j'ai à moitié mangé. Pour de vrai, là. Moi, c'est psychologique. Ah oui, définitif. Donc, faut pas que je me limite. Oui. Par contre, j'augmente la quantité de légumes. Fait que là, j'essaie de mettre plus de légumes. Ça marche pas tout le temps, là, mais j'aime quand même généralement les légumes. J'en mange plus qu'eux autres, là. Mais c'est ça. Donc, j'en fais plus. Et j'essaie d'en mettre plus dans mon assiette. Fait que c'est sûr qu'automatiquement, je vais manger moins de patates là, si j'ai commencé par mes choux de Bruxelles. Tu sais. J'adore. Je trouve que c'est tellement une position qui fait en sorte de... c'est comme quand on focus sur qu'est-ce qu'il faut pas manger ou la quantité ou tout le négatif, là. C'est comme si on baigne dans de la schmoute. C'est beaucoup plus... pas productif, mais ça apporte beaucoup plus de changements positifs pour nous quand, justement, notre façon de voir est comme qu'est-ce que je peux manger qui va me faire du bien aujourd'hui? Puis c'est quelque chose que moi, le unschooling a changé dans ma vie. C'est que notre quotidien était... mes enfants étaient un peu plus jeunes, donc mon quotidien était rempli de négatifs, justement, parce que non, fais pas ça. Là, arrête ça, va faire ça. Mange ça. Assis-toi à table pour manger. Fais ci, fais ça. Tu sais, c'était tout le temps, tu sais, l'espèce de rapport de parents qui contrôlent l'environnement des enfants et tout ça. Quand on est allé vers l'unschooling, mais c'est allé plus vers offrir que limiter toutes ces choses-là. En nourriture, c'est la même chose. Et puis moi aussi, je le constate dans mon alimentation. Je mange pas moins. Moi, je devrais manger moins. Là. Moi, mon problème, c'est les quantités, mais je mange beaucoup mieux, par contre, parce que, justement, puis, tu sais, compare 2 journées là, avant, quand j'étais dans c'est horrible, j'ai mangé ça, tu sais, j'en ai trop pris. Oh my God. Quand j'aurais pas dû faire ça, ou là, je suis comme en train de manger, puis fuck, ça vient d'arriver encore, tu sais. Je le sais, un tel m'a fait tel commentaire, ou je me suis allée. Puis là, je viens de, tu sais, je me rends compte que je suis déjà en train de manger. Donc, il y avait ça qui se passait dans ma journée avec la bouffe qui est tout le temps dans ma tête. Moi, ça l'est beaucoup moins, là, mais pendant des années, ça a été du matin jusqu'au soir. Je pense à la nourriture. Oui, moi aussi. Mais là, je pense à la nourriture, mais de façon joyeuse. Tu sais, je me dis, on va faire des petites boules d'énergie au café, tu sais. Des boules d'énergie au café? Ça m'a bonne idée, ça! C'est la recette! Je t'enverrai ça, la recette. Mais tu sais, on cherche des recettes, puis avec mon fils Thomas qui a 20 ans, qui aime cuisiner maintenant, qui tripe sur la bouffe. Mais là, c'est le fun. Il m'envoie des trucs aussi sur Instagram. On est abonné à plein de pages. Donc, c'est dans la joie toute la journée qu'on pense à la nourriture. Oui. Même si moi, je réussis pas encore à diminuer mes quantités, je suis plus joyeuse toute ma journée. C'est bien moins déprimant et culpabilisant de se dire, OK, j'ai mangé la moitié d'un sac de choux de Bruxelles.
c'est moins pire que la moitié d'un sac de chips, tu sais. Je pense que le chemin de la joie mène vers la libération, carrément. Oui, ça, là, retrouver la sensation de satiété, là, puis d'être capable de s'arrêter, là, ça revient. Là. Moi, je l'avais pas, là. Je pense à la nourriture comme toi, là. Je me lève, qu'est-ce que je vais manger pour déjeuner? Puis là, t'as fini de déjeuner, puis tu penses déjà au dîner. Hey, c'est malade, ça, là. Ça, j'ai plus ça maintenant, puis j'ai retrouvé ma satiété, là. Oui, des fois, je vais manger plus que j'ai faim, mais c'est quand même rare. C'est souvent, je m'arrête, puis là... Puis j'ai remarqué ça, une affaire aussi. Avant, je mangeais. Puis là, j'arrivais à la fin de mon assiette. Là, maintenant, je mange, je m'arrête, puis là, je suis comme, je jase avec les autres. Ou... Naturellement, sans me dire, faut que tu déposes ta fourchette, Julie. Non, fuck ça, là. Comme, là, automatiquement, je la dépose, ma fourchette. C'est comme... Fait que c'est ça. Fait que ces choses-là, là, moi, je pense, là, c'est dans la nature, puis ça revient. Fait que... C'est comme, il y a de l'espoir, là. Ben oui, c'est exactement ça, moi aussi, qui est en train d'arriver là, dans les dernières années. C'est que je finis pas l'assiette, tu sais. Ouais. Je suis comme, j'ai vraiment plus faim, tu sais. Alors qu'avant, jamais j'aurais fait ça. C'est ça. On est conditionné, puis des fois, je regarde, puis je suis comme, tu sais, il me reste 3 choux de Bruxelles. Bon, je parle beaucoup de choux de Bruxelles, là, c'est parce que j'adore le chou de Bruxelles. Bon. J'adore le chou de Bruxelles et j'ai appris, petite anecdote en passant, j'ai appris que c'était excellent pour les femmes en préménopause. Ah, mon Dieu, fait que ça donne bien. Donc, puis ça donne... C'est normal que tu tripes là-dessus. Ça donne que je tripe ces choux de Bruxelles depuis à peu près un an, puis depuis le début de ma préménopause. C'est vraiment bizarre. Ben, en fait, c'est pas bizarre, mais... C'est ça, mais ça, c'est hot, ça. C'est un exemple de... Ben là, maintenant, t'aimes encore plus ça, comme par hasard, puis... Oui. Puis là, je me sens plus bizarre de demander à mon chum, c'est mon chum qui fait l'épicerie chez nous, je me sens pas bizarre de demander 2 gros sacs de choux de Bruxelles. Tu sais, avant, il était comme... Sérieux? Lui puis Thomas, il en mange un petit peu, là, mais je suis à peu près la seule. C'est la seule. Oui, mais regarde, je vais les faire cuire, je vais faire une salade le lendemain, en tout cas. Donc là, je m'écoute un peu plus. Yes! C'est ça qu'on veut pour nos enfants. Ben oui. On veut qu'ils s'écoutent, puis on veut on veut qu'ils s'écoutent, puis dans la relation, qu'on leur laisse la place pour s'écouter, pour comme avoir envie de goûter à quelque chose, pas avoir envie, tu sais, comme... Puis aussi, je sais pas comment est-ce que c'était... toi, il faut que je te lise ça, ce bout-là, c'est vraiment super important. Parce que, je sais pas si tu te souviens, mais moi, je sais que, genre, si t'as pas faim pour finir ton assiette, t'as pas faim pour du dessert. Oh yes, je l'ai entendu celle-là. Ah, ça, attends un petit peu. Ça, faut que je te le trouve parce que j'ai un livre qui m'a vraiment beaucoup aidé par rapport à... Ça a confirmé plein de choses, puis ça m'a aiguillé sur d'autres choses aussi. Je pense qu'on va le voir à l'envers. C'est ce livre-là, et le titre est « Manger un jeu d'enfant ». OK? Puis, à la page 165... Écoute bien ça. Il est important de comprendre qu'il existe chez l'humain un phénomène documenté appelé le rassasiement sensoriel spécifique. Il s'agit en fait de cette satiété qu'on ressent lorsqu'on a suffisamment mangé de certains aliments. Ce qui fait, par exemple, qu'on n'a plus faim pour notre steak, mais on peut très bien avoir encore faim pour la mousse aux fraises qui suit. Le corps se sature du goût d'un certain aliment et envoie le signal d'arrêter. Mais cela ne veut pas dire qu'il est pour autant totalement rassasié. Ben oui, ça c'est excellent. Et moi, c'est mon fils de 12 ans qui me l'a dit. Mais il me l'a pas dit comme toi tu l'as dit. Lui qui a dit qu'il y avait un deuxième estomac. Ah oui, c'est ça. J'ai plus faim pour les choux de Bruxelles, mais j'ai faim pour la crème glacée. J'ai de la place dans mon estomac de dessert. Moi, c'est ça qu'il m'a dit. C'est ça, mais quand on écoute nos enfants puis qu'on respecte dans le fond leurs sensations, puis qu'on voit pas comme ils essaient de manipuler, puis c'est pas bon pour toi, puis mange, c'est comme quand on n'est pas dans cette bullshit là de vouloir contrôler les enfants, puis qu'on fait juste répondre à leurs besoins, ben ça fait en sorte qu'ils respectent leurs besoins puis leur satiété, là. Oui, puis c'est logique parce que, justement, on n'a pas besoin d'un seul nutriment, là. Tu sais, on a besoin, là, c'est sûr que c'est très, très catégorisé dans le fameux guide alimentaire canadien. Tu sais, puis on a tendance à voir notre assiette séparée en 3, tu sais. Là, maintenant, elle est déjà mieux, là, l'assiette, mais tu sais, on voit l'espèce d'image séparée en 3, mais
je veux dire, on n'a pas besoin de manger protéines, céréales, puis fruits et légumes dans un même repas. Ça pourrait être sur la journée aussi, là. La même chose pour les gras, les sucres, ces trucs-là. Tu sais, c'est pas... En tout cas, moi, chez nous, on a une devise, c'est comme c'est pas grave si le dessert, on le mange avant le souper. Ah, j'aime ça! Ou on peut manger un dessert pour déjeuner, ou on peut... Tu sais, on se le dit souvent, on se dit, ben, on fait des blagues, là. Par exemple, Thomas, il va se faire, mettons, je sais pas, un truc... un espèce de sandwich aux haricots noirs pour déjeuner, tu sais, ça fait très souper, là, gratiné, puis tout, puis là, il me regarde, puis il dit, qu'est-ce qu'il y a, tu sais? on se le dit, tu sais, il dit, j'ai le droit, je suis bien certain que tu as le droit. C'est la même chose pour le dessert. En fait, la logique, là, je voulais parler du naturel chez l'enfant, le goût sucré. Oui. Écoute, ça vient du lait maternel, qui est super riche en glucose. Donc, ça, c'est ce qu'on a appris aussi avec Thomas. Quand il était bébé, la nutritionniste nous l'a expliqué, c'est normal que les enfants veulent se pitcher sur le sucre. Ouais. Parce que c'est... Puis l'allaitement, le glucose qu'il y a dans le lait, il y a un goût sucré, mais il y a aussi du glucose. Hein. C'est ce qui fait qu'on développe le cerveau, entre autres. Là, on en a besoin. Et donc, ça a un lien pour l'enfant, il va intégrer que le sucré, c'est sa survie, pas juste au niveau du nutriment, mais au niveau du lien avec son parent. L'humain a besoin de ses parents pendant plusieurs années pour survivre. Donc, il y a le lien de l'allaitement qui est en lien avec ça et le sucre. Donc, nous, c'est ce qu'on nous a expliqué. On nous a dit, tu sais, c'est normal que ton enfant, il tripe plus sur les fruits que sur les légumes parce que je veux dire, c'est naturel chez eux. Donc, on voit souvent ça sur les groupes d'unschooling. Il y a des gens qui disent, mais mon enfant va se pitcher dans la crème glacée, va se pitcher dans le gâteau, va se pitcher... Mais c'est normal. Ouais. C'est normal qu'ils veulent du sucre. Tu sais, dans ce cas-là, j'ai déjà... Ça peut être une phase aussi, là. Oui. Tu sais, quand on dit, OK, maintenant, vous pouvez manger ce que vous voulez. Puis là, oui, peut-être qu'ils vont se pitcher sur les aliments qu'on a interdits. Parce que quand on interdit les aliments, c'est ceux-là qu'on veut. C'est partout c'est même pour toutes, là. Quand on interdit quelque chose, on le veut plus. Le processus de faire un choix, si chez les enfants, si on contrôle puis on ne laisse pas s'écouter, c'est clair que dès qu'on relâche ce contrôle-là, l'enfant va se pitcher. Puis ça peut prendre des semaines, des mois là, avant que l'enfant reprenne un équilibre. Puis ça va dépendre de notre attitude et tout ça. Donc, nous, on l'avait fait au début du unschooling. On a fait l'expérience de la crème glacée et on a acheté 2 grosses chaudières de crème glacée. C'était pour Élie et Jasna. Donc, mes enfants qui ont aujourd'hui 11 ans et 12 ans, donc ils avaient probablement 7 et 8 ans. Et ils n'arrêtaient pas de nous harceler pour de la crème glacée, tu sais, mais je vais faire mon autre point après, OK? OK. Donc, mais j'ai un deuxième point qui est relié à ça. Très important. Mais donc, on a acheté 2 grosses chaudières chez Costco de crème glacée à la vanille. Alors là, le matin, on a dit, OK, on a de la crème glacée, c'est à vous. Fait que là, ils se sont pris un bol pour déjeuner. Ils se sont pris un bol pour dîner. Ma plus jeune, elle s'est pris un autre bol dans l'après-midi et ça a été fini. Fini. Le premier pot de crème glacée, nous, on en a mangé aussi, genre ce soir-là, on s'est dit, ben nous autres aussi, on en veut, fait qu'on va s'en prendre pour dessert. Après le souper, les autres membres de la famille, on en a pris. Puis quelques jours après, on s'est refait un petit dessert avec de la crème glacée. Puis, fait que le premier pot, on l'a passé en 1 mois, mais le deuxième pot, il est resté là 4 mois et plus dans le gros congèle parce que les enfants, ils savaient qu'ils étaient là. Ils savaient qu'ils pouvaient en avoir quand ils voulaient. Puis ils se sont sentis, mon fils, plus rapidement que ma fille. Là. Lui, il en a mangé pour déjeuner, puis il en a pris un deuxième, puis après, il a été plusieurs jours sans en manger, lui. Ouais. Parce qu'il n'a pas aimé la sensation d'avoir que ça dans le corps. Il a demandé de la soupe aux légumes après. Puis... L'antidote, la soupe aux légumes, c'est bon. Donc, il y a ce ressenti-là, tu sais. Puis l'autre point que je veux faire, qui est le point le plus important, j'ai déjà dit ça à une maman qui m'avait écrit puis qui me posait des questions, tu sais. On aime ça, les questions, hein. Elle me disait ça, elle dit, on a essayé, donc, mon enfant ne fait que manger des biscuits
Bon, c'était des biscuits Oreo, de la crème glacée, du gâteau. Et en tout cas, elle m'a écrit un très, 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 très long texte, là. Bon, elle s'est excusée d'ailleurs que c'était très, très long, tu sais. Ouais, ben oui. J'ai posé ma seule réponse, j'ai posé une seule question à la maman. J'ai dit, où ils trouvent ça, toute cette bouffe-là? L'environnement, Ils ouais, se oui. bourrent la face dans le gâteau, dans les biscuits, dans la crème glacée. Oh. Ils trouvent où ces cochonneries-là? Dans ton frigo, dans ton congèle, dans ton armoire. Ouais. Donc, c'est clair que si tu veux pas dire non toute la journée à ton enfant, achète-en pas. Mets-en pas dans ton armoire. Achète-en juste quand toi, mets-en moins, ou... c'est ça, tu sais, je juge. Ouais, mais mets-en moins. S'il est dans l'armoire, je veux dire, l'enfant, il va en vouloir aussi, tu sais. Fait que je me dis, si tu veux pas que ton enfant mange ça de la semaine, ben achète-en pas. La fin de semaine, va acheter un petit pot puis partagez-le. Mais c'est ça aussi le truc, c'est que les enfants vont apprendre. Bon, je vais te donner un autre exemple d'une famille, une connaissance que j'avais. Elle, c'était très contrôlé, disons. Mm-hmm. Là, elle est allée vers laisser ses enfants libres. Ça s'est super bien passé quand même. Par contre, son conjoint, il a gardé une armoire dans leur maison où il y avait du pain blanc, des cochonneries. Et puis là, elle faisait un repas, puis son conjoint, lui, il sortait ses frites. Mais là, c'est ça. Là, on veut pas l'enfant, il va vouloir faire comme son parent, là. Ouais. Fait que, tu sais, puis nous, moi c'est avec Alain, quand mes deux plus vieux étaient plus petits, très, très petits, on les couchait le soir, puis après ça, on mangeait nos barres de chocolat, tu sais. Parce qu'on voulait pas faire ça devant eux autres, parce que dans le fond, je le dis là, mais on en mangeait ben trop, là. Ouais. On en mangeait ben trop souvent, tous les soirs, là. Puis on voulait pas que nos enfants fassent ça. Fait que moi, je trouve que l'exemple est beaucoup plus important chez l'enfant, puis je dirais que c'est beaucoup plus honnête et moins hypocrite que de dire moi, je me paye ma cochonnerie, tu sais, parce que moi, je suis un adulte, moi, je le mérite. Mais on est venu à ces comportements-là parce que justement, on n'a pas eu confiance en nous, on nous a forcés, on nous a restreints. Fait que, tu sais, dans le fond, on peut pas se fier sur nos comportements pour nos enfants. On peut, tu sais, comme on a des peurs, mais ça va pas nécessairement faire comme nous. C'est comme si on ne peut pas comme... À cause qu'on a vécu différemment, c'est dur d'avoir confiance que de les laisser libres, ça va vraiment fonctionner, entre guillemets, là. Genre que ça va faire en sorte que ils vont être autonomes, qu'ils vont garder leur satiété, puis qu'ils vont avoir aussi une vision positive de la bouffe et de eux-mêmes aussi, là. Moi, je sais que ce que j'aime faire, c'est comme... J'aime ça qu'ils fassent leurs choses, donc je vais aimer ça qu'ils vont m'écrire des choses sur la liste d'épicerie qu'ils veulent, que ce soit des cochonneries ou que ce soit des breuvages, que ce soit même qu'est-ce que vous avez le goût de manger. Je trouve que de leur donner du pouvoir, ça change vraiment... ça change leur expérience avec la nourriture. Moi, je pense que c'est vraiment d'une façon positive. Puis j'ai vu une vidéo m'amener, c'est tellement chouette. C'est la maman, elle va à l'épicerie avec son garçon. Il y a un petit panier, là, tu sais, les petits paniers full cute, là. Puis elle a dit, comme, tu peux remplir ton petit panier, puis on va acheter ce qu'il y a dans ton panier. Puis, et là, surprise, le petit garçon mettait des fruits, il mettait des légumes, puis là, il arrivait dans l'allée de bonbons, il mettait des bonbons, mais tu sais, c'est comme, il mettait pas juste des bonbons pis des chips, là. Comme, le melon d'eau, c'est comme, les brocolis, tu sais, je le voyais avec le brocoli, tu sais, un petit enfant, genre, même pas 3 ans, là, genre, peut-être 3 ans. Fait que c'est ça, c'est d'aller vers, comment est-ce qu'ils peuvent avoir du pouvoir aussi, de pas tout restreindre, qu'il y ait comme une certaine possibilité, parce que de pas avoir jamais de bonbons, pas de liqueur, pas comme, tu sais, comme, moi, j'ai aimé beaucoup ça, puis ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ma relation avec la nourriture, de pas mettre comme ça, c'est des bons aliments pour moi, ça c'est des mauvais aliments pour moi, parce que si tu fais ça, là, tu n'en finis plus. Tu lis un article, finalement le café est plus bon, le chocolat noir est bon, mais là, comprends-tu? Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce que... Ça finit plus. C'est ça. Puis Oui, vas-y. Je me souviens d'une expérience que j'ai faite un moment donné, j'avais lu ça quelque part pour justement réparer la relation avec la nourriture. Puis tu mettais, c'est comme une expérience. Fait que, elle disait, achète telle affaire, chocolat, une Tostitos, couple d'affaires, puis tu mets ça en avant de toi. Puis là, tu vas les manger un après l'autre, mais tu vas fermer tes yeux, puis tu vas vraiment te concentrer sur l'expérience que tu vis en ce moment. C'est-tu bon?
C'est-tu à ton goût? C'est-tu assez croustillant? C'est-tu comme... De faire cette expérience-là, j'ai été surprise parce que des aliments que je pensais genre « Ah, ça, j'aime ça, du chocolat. » Je l'ai mangé puis ça a fait « Hein? Voyons, c'était meilleur. C'est meilleur dans ma tête. » C'est malade, là! Ah oui, mais ça a oui. fait en sorte que j'ai arrêté de... ça l'a... Comment je pourrais dire ça? J'ai upgradé ma game. Si je mange du chocolat, je vais pas manger du chocolat qui est comme juste correct, là. Je veux manger du chocolat que j'aime vraiment. Je me suis rendu compte que les gâteaux au chocolat, j'aime pas ça. La plupart des choses qui cuisinent avec du chocolat, s'il n'y a pas des fruits avec ou des noix avec, j'aime pas ça. Fait qu'on apprend à se connaître vraiment selon nos goûts à nous. Puis je pense que quand on n'enlève pas ce pouvoir-là aux enfants, eux autres, ils continuent cette relation-là là, de savoir ce qu'ils aiment, puis de goûter, de développer leur goût aussi là, au fil du temps, là. Parce que l'alimentation n'est pas dangereuse. Les aliments sont pas dangereux. Fait que c'est tout pour la partie 1 de ce sujet tellement intéressant. On se retrouve pour la partie 2 très bientôt. C'est déjà tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Merci tellement beaucoup de nous écouter. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Toutes nos informations et les différents moyens d'entrer en contact avec nous sont dans la bande info de l'épisode.